La Chine a organisé récemment un sommet de 2 jours consacré au projet des nouvelles routes de la soie. Le projet est titanesque. Il englobe 68 pays représentant 4,4 milliards d'habitants et 40% du PIB mondial. Remarque CNN. Ceci peut être une révolution dans le monde géopolitique et géoéconomique et pourrait changer le rôle et la puissance des pays influents dans le monde. Qui seront les nouveaux acteurs de ce monde dessiné par Pékin et Moscou? Je vais vous parler aujourd'hui de l'événement majeur, pas seulement de la semaine ou du mois, mais probablement de la décennie en géopolitique et en géoéconomie. C'est le sommet Road and Belt à Pékin, c'est 14 et 15 mai, qu'on appelle aussi le Silk Road Summit, ou en français, le sommet des nouvelles routes de la soie. C'est un sommet qui s'est tenu à l'invitation du gouvernement chinois. Il y avait là, surtout en invité de marque, le président Poutine. Il y avait aussi de grosses délégations africaines, dont les présidents de 2 locomotives économiques du continent, le Kenya et l'Éthiopie. Ce sommet, il a été présenté comme l'anti-Davos ou l'anti-G20 organisé par les Chinois avec le soutien direct des Russes. Et on pourrait le résumer par un slogan: les vieux empires contre l'impérialisme occidental. Les routes de la soie, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est développé par les Chinois depuis maintenant 2 ans. C'est un ensemble d'infrastructures de transport et de logistique, une série de chemins de fer à grande vitesse, d'autoroutes qui conduisent de Pékin vers l'Inde, le Pakistan, le Myanmar et dans l'autre sens jusqu'aux frontières atlantiques françaises et espagnoles de l'Union européenne, avec au milieu dedans évidemment l'immense fédération de Russie avec la Sibérie, mais c'est aussi un concept qui concerne directement l'Afrique, puisque dans cette infrastructure, ces nouvelles routes de la soie, il y a une série de ports destinés à unifier, je dis bien à unifier, l'économie africaine avec le nouvel ensemble de puissances économiques eurasiatiques de Moscou et de Pékin. Je déplore que ces derniers jours, on parle de choses qui sont sans intérêt réel pour les Africains. On a donné une couverture démesurée à l'escapade de M. Macron en Afrique. On a avant amusé les Africains avec ce sucrerie qui sont de prendre part dans le débat de la présidentielle française. Africains pour Macron, Africains pour Mélenchon, Africains pour Le Pen. Tout ça ne concerne pas le devenir de l'Afrique, mais les nouvelles routes de la soie, oui. Le président Kenya, qui a fait le déplacement, a dit que c'était l'événement majeur de la décennie pour le développement économique du continent africain, et il a raison. On a ici, au cœur de ce projet des nouvelles routes de la soie, la version chinoise de l'organisation de l'Eurasie et de l'eurasisme auquel Poutine s'est déjà rallié, et on est dans une vision qui est celle d'une vision des blocs continentaux, non seulement d'un grand bloc continental eurasiatique des rives du Pacifique jusqu'aux rives de l'Atlantique, mais aussi d'un grand bloc africain unifié se développant en synergie avec le bloc eurasiatique. Dans le passé, les routes de la soie, elles existaient il y a 2000 ans. C'était précisément les routes où on amenait les soies de Chine, les épices, et à l'inverse d'où partaient les artefacts de l'artisanat et des petites industries de l'Empire romain vers la Chine, il y avait déjà des contacts et un semblant d'unité économique entre Rome et Pékin à l'époque. C'est cette vision que les Chinois, mais aussi les Russes, ont transposé vers le futur. Aujourd'hui, c'est la liaison entre la nouvelle Rome, qui est Moscou, Moscou qui est la 3e Rome, après la Rome italienne, et Byzance, Constantinople, Istanbul, et Pékin. C'est donc, une fois de plus, un concept géopolitique qui s'arrive dans l'histoire la plus lointaine du continent eurasiatique. Il faut maintenant expliquer
Quel est le sens géopolitique de tout cela? C'est évidemment la réaction de Moscou et de Pékin. De Pékin surtout, je vais m'en expliquer, puisque c'est eux l'économie dominante, à la globalisation chinoise. C'est un pas en avant vers un monde multipolaire, et c'est surtout l'émergence des grands blocs continentaux que je défends personnellement avec ma géopolitique, qui était déjà la vision au cours des décennies précédentes des géopolitologues allemands Haushofer, du grand géopolitologue belge Jean Thiriard, le père du concept de l'eurasisme et de la Grande Europe, et du géopolitologue autrichien Jordis von Losen. Quel est le rôle de l'économie chinoise? Pourquoi les Chinois sont-ils en avant de cette réaction, il faut bien le dire, pour faire échouer la globalisation, la mondialisation occidentale? C'est que la Chine aujourd'hui a le rôle moteur dans l'économie mondiale. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est elle qui est dynamique. Jusque maintenant, l'économie chinoise a tourné vers les marchés extérieurs, vers l'exportation, et elle est maintenant à un tournant capital, non seulement de l'économie chinoise, mais de l'histoire du régime chinois actuel. Il faut satisfaire les masses chinoises, il faut amener, développer la nouvelle classe moyenne chinoise. Ça ne peut se faire qu'en développant le marché intérieur. Pour ça, la Chine n'a plus seulement besoin de marché pour exporter, elle a besoin de matières premières, elle a besoin de spécialistes, et elle a besoin aussi d'importer des produits de consommation du reste de l'Europe, de l'Eurasie, de la Russie et de l'Afrique, d'où l'intérêt des Chinois dans ce projet qui ont inclus directement une panafrique continentale dans ce projet. L'Afrique au milieu de tout ça, c'est un enjeu majeur. Les Chinois comme les Russes ont bien compris que suivant que l'Afrique basculera définitivement dans le camp occidental ou qu'elle rejoindra le camp des puissances géopolitiques émergentes vers un monde multipolaire, soit les USA, soit le monde émergent de Moscou et de Pékin gagnera la lutte. On va maintenant vous dire un mot du futur. Le futur, on ne l'examine pas au travers d'une boule de cristal. Moi, je fais de l'analyse géopolitique prospective. Ce sont des disciplines qui sont nées dans les années 60 avec Bertrand de Jouvenel et son fils, qui ont lancé le fameux concept et la revue Futurible. C'est ensuite tous les instituts de prospective. C'est aujourd'hui le travail fait par la communauté du renseignement américain, le National Intelligence Council, qui tous les 4 ans publie un rapport sur l'avenir du monde, ce qu'on appelle vulgairement les rapports de la CIA. Le dernier vient de sortir il y a quelques mois, il est disponible en français, et il décrit le monde à l'horizon 2035-2050. Dans ce monde, plusieurs futurs sont possibles. Il y a une globalisation qui réussit, mais il y a aussi, surtout, c'est la principale, l'échec de la globalisation sous domination américano-occidentale et l'émergence de ce que le rapport du NIC appelle les sphères géopolitiques d'influence que nous appelons, nous, les blocs continentaux, suivant la terminologie du géopoliticien allemand Haushofer. C'est au milieu de tout ça qu'émerge ce concept chinois des nouvelles routes de la soie, qui, je vais vous le dire franchement, est de la même nature, de la même vision prospective que ce concept géopolitique de l'axe Eurasie-Afrique, dont je vous parle régulièrement sur Afrique Média, moi depuis 2014, dans un regard qui porte sur l'horizon africain et eurasiatique des années 2100-2250. Il faut dire un mot des prochaines étapes de ce processus qui se met en route. On est aujourd'hui dans un axe Moscou-Pékin. Cet axe, parce qu'en géopolitique, qui ne s'agrandit pas se rétracte, qui ne marche pas en avant chute, eh bien, il va s'étendre vers tout d'abord l'Iran. Il y a un axe qui va devenir Moscou, Pékin, Téhéran. C'est la raison pour laquelle Trump, précisément, est aujourd'hui au Proche-Orient, en Arabie Saoudite, en Israël, pour mobiliser ses alliés contre l'émergence de l'Iran et contre l'Iran dans ce nouvel axe géopolitique. Ensuite,
L'expansion se fera dans deux directions. Elle se fera tout d'abord vers la petite Europe de Bruxelles. Vous avez vu que les nouvelles routes de la soie, elles se terminent vers l'océan Atlantique, sur les côtes de l'Espagne, sur les côtes de la Belgique, des Pays-Bas et de la France. C'est que l'inclusion de l'Europe occidentale dans ce grand projet eurasiatique, il fait partie des buts de Moscou et de Pékin. Et ce n'est pas une illusion parce qu'il y a évidemment à Bruxelles l'OTAN, il y a des politiciens qui sont les collabos, comme l'était Quisling ou le maréchal Pétain des Allemands en 1940-44, ce sont les Yankees collabos, mais il y a aussi une classe de fonctionnaires, de diplomates, de généraux, les membres de la Commission européenne, qui sont eux des européistes et qui sont humiliés par la suggestion à l'impérialisme américain et qui regardent justement vers ce nouvel axe. Vous avez vu qu'hier, lorsqu'a été élu au premier tour dans un grand enthousiasme populaire le président iranien Rouhani, eh bien, Donald Trump l'a grossièrement insulté et traité de terroriste, mais Madame Mogherini, qui n'est pas n'importe quoi, c'est la commissaire européenne en charge de la politique et de la diplomatie de l'Union européenne, elle l'a immédiatement félicité, elle s'est rendue plusieurs fois dans le passé à Téhéran et elle veut, pour des raisons économiques liées précisément à la guerre du dollar contre l'euro et à la guerre économique de l'Union européenne contre les USA, la contradiction interne du bloc américano-occidental, Madame Mogherini veut un rapprochement avec l'Iran, en sachant que celui-ci va aussi favoriser un rapprochement avec l'euro. C'est là, on a beaucoup débattu de la présidentielle française, que les souverainistes français, que ce soit Mélenchon, Le Pen ou les petits candidats comme Dupont-Aignan, n'ont rien compris à la position moderne. Le Front National, par exemple, oppose les mondialistes aux nationalistes. C'est pas ça le clivage réel. Le clivage réel, qu'est-ce que c'est? Ce sont les blocs continentaux transnationaux, à commencer par le bloc de Moscou et de Pékin, qui sont aux mains de gens qui appartiennent à ce qu'on appelle l'idéologie étatiste. Le clivage, il n'est pas au niveau de l'économie, il est au niveau de la conception de l'État. Ce sont ces gens qui sont opposés aux USA, à la globalisation ultralibérale, qui vise à remplacer les États par les multinationales et la banque et la finance mondiale. Si vous croyez à cette fameuse clivage mondialiste-nationaliste, vous ne comprenez pas ce qui se passe en Europe. Le Brexit, par exemple, il n'y a pas un camp des gens contre l'Union européenne qui regrouperait les gens du Brexit anglais, Le Pen ou les partis populistes européens. Dans cet affrontement mondial, les gens du Brexit, ils sont du côté de Washington, de l'impérialisme anglo-saxon. Nigel Farage ou Madame May, Nigel Farage, il travaille aujourd'hui pour la télévision néoconservatrice américaine Fox News, ils sont là-bas. C'est la raison aussi d'ailleurs pour laquelle Marine Le Pen a aussi perdu le deuxième round de l'élection présidentielle. Elle n'a pas vu dans quelle mesure une grande partie des Français n'étaient pas opposés à Bruxelles, mais opposés à la suggestion de Bruxelles au bloc américano-atlantiste. L'Afrique dans tout cela, je vais dire un mot pour terminer, je vous ai dit combien j'ai déploré que ce sujet capital n'a pas été débattu dans les grands médias africains. Je suis le premier ici, avec Fabrice Béon, à vous en parler sur Afrique Média, alors qu'on débat longuement de sujets de politique intérieure française qui ne concernent pas ni les Africains, ni le reste des Européens, ni l'Eurasie. Il y a au milieu de tout ça l'Afrique en marche. Le néo-panafricanisme, c'est dans ce nouvel horizon géopolitique, une fois de plus, le pays qui est à l'avant-garde du néo-panafricanisme, la Guinée équatoriale du président Biangema Mbasogo, qui a raison, lui a déjà prévu de faire de Malabo 2, sa nouvelle capitale, un hub économique comme Doha, au milieu du Golfe, qui permettra justement de développer l'économie africaine vers Moscou.
vers Pékin et vers Téhéran, mais aussi vers la Turquie d'Erdogan, puisque Erdogan aussi, s'il est dans le bloc de l'OTAN, s'il est opposé politiquement à la Russie en Syrie, Erdogan est très intéressé par le concept des nouvelles routes de la soie. Au milieu de tout ça, le clivage en Afrique, quel est-il? Il est celui d'Obiang-Némam Basogo et des chefs d'État panafricanistes qui le soutiennent. Il est avec les masses du néo-panafricanisme, et face à ça, il y a cette vision de l'ultralibéralisme, d'un grand marché africain intégré dans l'économie américano-occidentale. C'est malheureusement la vision du NEPAD, c'est malheureusement la vision de beaucoup de chefs d'État de l'Union africaine. On en revient une fois de plus sur la vision du plus grand des panafricanistes des 50 dernières années, c'est Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi, justement, avait développé cette vision, cette synergie des unifications africaines et européennes avec la Méditerranée. Ce qui se passe ces 14 et 15 mai à Pékin, avec la présence, je le rappelle, des chefs d'État de deux des économies les plus développées d'Afrique, le Kenya et l'Éthiopie, c'est la vision de Mouammar Kadhafi qui est certifiée par l'Histoire en marche.